Bonjour à tous, le théâtre romain d'Orange, les arènes d'Arles, la maison carrée de Nîmes ou encore le pont du Gard. Nous allons voir dans cette vidéo comment les Gaules sont devenues très rapidement gallo-romaines, voire tout simplement romaines. D'ailleurs, y a-t-il eu des résistances ou est-ce que des éléments de la culture gauloise ont subsisté? Voyons donc ensemble cette société gallo-romaine, son histoire et pour finir, ses mœurs. On s'était laissé dans ma série de vidéos sur les Gaulois sur l'année 51 avant Jésus-Christ et la défaite du dernier village gaulois, entre guillemets, qui n'est pas en Bretagne, mais dans le Lot, Uxellodunum. Déjà, il faut comprendre comment César traite ces derniers résistants. Il le dit lui-même, il faut un châtiment exemplaire. Il leur fait couper la main. Et autre chose, le bilan de la guerre des Gaules est sans appel. 1 million de morts et 1 million de prisonniers gaulois réduits à l'esclavage. La résistance gauloise est littéralement décapitée. Et comment imposer la souveraineté romaine sur la Gaule? Déjà, je vous rappelle qu'il y a des Gaulois pro-romains dans toute la Gaule. Le plus emblématique était le druidien Diviciacos. Et on trouvait des partis pro-romains dans la plupart de ces assemblées des peuples gaulois, donc des gens qui appartiennent à une élite gauloise. Et en plus, César le dit lui-même, je le cite, il traite les cités avec honneur et récompense très largement les principaux citoyens, en évitant d'imposer aucune charge nouvelle. Il maintient aisément la paix dans la Gaule. Les Romains imposent des tributs à payer sauf aux peuples libres comme les Bituriges-Cubes, les Arvernes, les Santons et les Trévires. Mais surtout, certains peuples sont considérés comme des alliés privilégiés de Rome et traités en tant que tels, comme les Éduins, les Lingons, les Acrunutes, et bien sûr les Rèmes, alliés indéfectibles des Romains pendant toute la guerre des Gaules. Et en plus, cette élite va participer au pouvoir politique, et le sentiment d'appartenance aux différents peuples gaulois va perdurer très longtemps. Preuve de cette participation de l'élite gauloise au pouvoir romain est l'existence d'un Conseil des Gaules, qui a lieu dans le sanctuaire fédéral des Trois Gaules à Lugdunum, c'est-à-dire à Lyon. Et Strabon nous fait cette description du sanctuaire, je cite. C'est là qu'on voit ce temple ou édifice sacré, hommage collectif de tous les peuples de la Gaule, érigé en l'honneur de César Auguste. Il est placé en avant de la ville, au confluent même des deux cours d'eau, et se compose d'un autel considérable, où sont inscrits les noms des 60 peuples, d'un même nombre de statues, dont chacune représente un de ces peuples. Et pour finir, regardez le nom des prêtres de ce sanctuaire qui jusqu'au IIIe siècle, c'est-à-dire presque 300 ans après la guerre des Gaules, s'identifient toujours par leur peuple d'origine. Et cette élite gauloise va être la première à se latiniser. Je cite Tacite, à Autun, les écoles méniennes accueillent les plus nobles rejetons de toutes les Gaules. Cette adoption du latin va permettre de s'élever socialement. Si on veut faire carrière dans l'administration impériale, mais aussi dans la justice, dans l'armée ou encore pour commercer, il faut apprendre le latin. Et en plus, on a des villes qui sont peuplées exclusivement de colons romains comme à Orange ou à Béziers. À Orange, l'Arc de Triomphe le mieux conservé de France a probablement été érigé pour marquer la mort de Germanicus en 19. Cette ville d'Orange est créée en 35 avant Jésus-Christ par le futur empereur Auguste pour y installer des vétérans d'une légion. Donc à Orange, on devrait plutôt dire « nos ancêtres les Romains ». D'ailleurs, je donne mon avis sur l'expression « nos ancêtres les Gaulois » dans l'une de mes vidéos. Concrètement, à Orange, il semble que la population d'origine gauloise a été chassée. Dès leur arrivée, les Romains reproduisent leurs impressionnants modèles architecturaux, des villes au plan ordonné avec leur forum au centre. On passe donc d'une société quasi exclusivement rurale à une civilisation de la cité et à une effervescence culturelle que les Gaulois n'avaient pas ou à peine. On installe un système de distribution des eaux et des fontaines publiques. Les Gaules voient apparaître des aqueducs qui transportent l'eau dans les villes. Et évidemment, ces Gaulois découvrent les thermes qui en plus mettent en place des systèmes d'eau chauffée. On dalle les rues et les routes. Alors attention, la France gauloise avait déjà des routes, sauf que maintenant, elles sont dallées. Regardez ici les magnifiques restes de la voie domitienne. Pour les Gaules, on a identifié 73 voies romaines. Et pour avoir des routes rectilignes, on a même taillé dans les rochers. Et bien sûr, on construit des ponts de pierre. Donc oui, les Gaulois avaient des ponts, mais ils étaient en bois. Dans les campagnes, on voit apparaître de somptueuses villas construites en pierre. Et dans ces villas, on trouve souvent de somptueuses mosaïques, un art qui était inconnu aux Gaulois. Écoutez d'ailleurs ce passage satirique qui concerne la Judée, mais qui peut aussi valoir pour les Gaules. Bon, je peux pas vous le mettre à cause d'un problème de droit d'auteur, mais je vous le mettrai dans une vidéo à part. D'ailleurs, dans les champs, les Gaules, oui on utilise ce terme, les Gaules, donc dans les champs, les Gaules sont renommés pour l'efficacité de la moissonneuse gallo-romaine. Et les Gaules deviennent un des greniers à blé de l'Empire. Mais attention, cette production abondante est un héritage de la Gaule indépendante. Les Gaules connaissent un essor spectaculaire de la viticulture au 1er siècle. Vous voyez d'ailleurs ici une scène de vente de vin. Regardez d'ailleurs ces scènes de transport de vin dans les voies fluviales. La Loire se borde de vignes sur une grande partie de son cours et sera même appelée le fleuve du vin, tant elle en transporte. En fait, avant la guerre des Gaules, les Gaulois achetaient à prix d'or le vin romain. Au cours du 1er siècle, la production gauloise explose et prend une ampleur qui inquiète le pouvoir romain. En 92, l'empereur Domitien prend alors la décision d'interdire toute plantation de vignes et de faire arracher la moitié des vignes en dehors d'Italie. They've ripped us off left and right. But now it's our turn
to do the ripping. Et comme dans la France actuelle, ces Gallo-Romains ont aussi leur boulangerie, comme le démontre la stèle funéraire d'un boulanger ou cette magnifique mosaïque dans le Rhône. Et concernant les huîtres, écoutez cette citation du poète bordelais Auson. « Pour moi, les plus précieuses sont celles qui nourrissent les eaux du Médoc, ces huîtres de Bordeaux que leur qualité merveilleuse fit admettre à la table des Césars. Derrière elles, mais à une grande distance, sont les huîtres de Marseille, celles que Narbonne en Grèce près de Port-Vendre, celles qu'enferme la mer Santon. On vante aussi les huîtres des mers de l'Armorique, celles que recueillent les habitants des rivages des Pictons. Et concernant les moules, il nous dit « C'est un mets délicieux, goûter des nobles, et un aliment de peu de dépenses au foyer du pauvre. Quant au poisson, on le consomme grillé avec sel, vinaigre et cumin, mais aussi bouillé et relevé en sauce. On trouve sur une amphore trouvée à Saintes l'inscription « Jeune thon de 4 ans d'âge, excellent ». Et on a trouvé gravé sur une auberge à Narbonne l'inscription « Du pain, des sardines, de l'huile et du vin ». Concernant la viande, Varron nous dit au 1er siècle que la charcuterie des Gaules a toujours été renommée par l'excellence et la qualité de ses produits. Je cite « L'exportation considérable de jambon, saucisson, qui se fait annuellement de ce pays à Rome, témoigne de leur supériorité comme goût. » Par contre, Pline nous dit que les fromages secs gaulois sont trop forts et qu'ils ont un goût de médicament. Mais il nous dit aussi avoir une préférence pour les fromages de la région de Nîmes, des villages de Lozère et du Gévaudan, mais il ajoute « Ils ne se conservent pas et on les apprécie que consommés frais. » Des Romains d'origine gauloise font fortune grâce au commerce, comme le santon Caius Julius Rufus, petit-fils d'un Gaulois prénommé Epozorovidos, et qui finance la construction de l'amphithéâtre des Trois Gaules à Lyon. Cette sécurité permet un essor spectaculaire du commerce. D'ailleurs, regardez cette inscription découverte à la Grovesanque dans l'Aveyron. Les 2 premières lignes sont en gaulois et signifieraient « Premier bordereau de 21, 10e four chargé ». Mais à la fin, les quantités indiquées permettent de savoir que la fournée comptait près de 28 000 pots. C'est donc une production quasi industrielle. La ville de Trèves se spécialise elle dans les verreries et Vienne, dans notre Isère, se spécialise dans la fabrication de tuyaux de plomberie. Et l'une de ces fabriques viennoises, peut-être même la plus puissante, est dirigée par une femme, Staia Saturnina. Parlons un peu de l'aspect politique de cette Gaule romanisée, et je finirai ensuite avec quelques curiosités sur les mœurs gallo-romaines. Déjà, vers 15 avant Jésus-Christ, l'empereur Auguste divise la Gaule chevelue en 3 provinces, l'Aquitaine, la Lyonnaise et la Belgique. Alors, totalement pacifié les Gaules? Pas vraiment. On est en 21 et un aristocrate éduin, Sacrovir, et un autre trévire, Julius Florus, se révoltent pour des raisons fiscales, mais cette révolte est écrasée par le pouvoir romain. Mais ce qu'il y a d'intéressant ici, c'est qu'on est en 21 donc, et Sacrovir et Julius Furus sont déjà citoyens romains. On aura même une nouvelle révolte en 70, où on verra une nouvelle fois les Gaulois se diviser, et certains de ces insurgés prévoyaient même de créer un empire gaulois. Tout ça pour dire que la culture et le sentiment d'identité gaulois est toujours bien présent au 1er siècle, tout comme le sentiment d'appartenance au peuple qui compose les Gaules. Mais cette Gaule finira de plus en plus romanisée. Je vous ai déjà parlé du Conseil des Gaules, mais en plus des Gaulois commencent à recevoir la citoyenneté romaine pour service rendu, dans l'armée par exemple. Cette assimilation culturelle est incroyablement rapide. Dès le 1er siècle, donc environ un siècle après la guerre des Gaules, l'empereur Claude plaide la cause des Gaulois pour qu'ils accèdent au Sénat romain, et il déclare « Ils sont désormais mêlés aux Romains par, je cite, leur façon de vivre ». Cette romanisation accélérée surprend même à Rome. C'est étonnant que ces livres soient vendus dans la capitale des Gaules. Pline le Jeune écrit « Je ne pensais pas qu'il y eût des librairies à Lugdunum ». D'ailleurs, et les druides dans tout ça qui représentent l'élite culturelle et spirituelle de la Gaule? Pline nous dit que le principat Tibère fit disparaître les druides. De son côté, Suétone écrit « Claude abolit entièrement la religion des druides ». Pourtant, ce même Pline écrit sous Vespasien et au présent. Les druides, je cite, « Rien qui leur soit plus sacré que le gui du chêne et l'emploi dans leurs plus grands sacrifices ». Pour Strabon, Rome n'a pas aboli la religion druidique, mais simplement les sacrifices humains. Et même si l'influence des druides s'effondre au 1er siècle, et oui, ils ne sont plus l'élite, mieux vaut envoyer ses enfants dans les écoles romaines qu'auprès des druides, enfin, toujours est-il qu'on trouve toujours des traces de leur présence bien après le 1er siècle. On rapporte que la mort d'Alexandre Sévère lui fut prédite par une druidesse qui cria sur son passage en langue gauloise « Défie-toi de tes soldats », donc en langue gauloise au 3e siècle. Un autre historien, Vopiscus, dit qu'Aurélien a consulté des druidesses gauloises. On arrive à une période dans laquelle le christianisme s'installe dans les Gaules. Le plus bel exemple est bien sûr celui des martyrs de Lyon, dont Sainte Blandine en 177. L'étude des noms des condamnés nous indique leur origine géographique. La plupart ont des noms romains, 2 ou 3 ont des noms celtes ou ont conservé leur nom celte, et 16 ou 17, soit un tiers, ont des noms grecs. Ces noms grecs peuvent indiquer une origine orientale, mais c'est pas sûr, car la mode était de donner des noms grecs aux esclaves, quelle que soit leur origine, dénomination qu'ils conservaient même une fois affranchis.
Côté persécution, il y aura aussi plus tard le cas de Saint-Denis, décapité à Montmartre vers l'an 250. Toujours est-il qu'en l'an 212, par l'édit de Caracalla, tous les hommes libres de l'Empire, donc tous les habitants des Gaules, sauf les esclaves, reçoivent la citoyenneté romaine. Et en 212, c'est probablement l'acte juridique final d'assimilation totale des Gallo-Romains à l'Empire. Au IVe siècle, le poète originaire de Toulouse, Ritulius Namatianus, chante les louanges de Rome. Je cite « Ô Rome, tu as donné une unique patrie à des peuples divers. » Donc pour ce poète originaire des Gaules, Rome est sa patrie. De son côté, et j'ouvre une nouvelle parenthèse sur le christianisme, au 5e siècle, le chrétien gallo-romain Salvien dénoncera, je cite, « les vices de la civilisation romaine ». Donc cette critique vis-à-vis de la culture romaine vient non pas de quelqu'un qui s'identifie comme gaulois, mais par quelqu'un qui s'identifie avant tout comme chrétien. Parce qu'il faut savoir qu'après la romanisation, la christianisation vient détruire ce qu'il reste de la culture gauloise. À partir de l'année 370, Saint Martin, évêque de Tours, célèbre pour le partage de son manteau, parcourra les campagnes, fera détruire temples et idoles, et il fera par exemple abattre un pain sacré, donc probablement un vestige encore présent de la culture druidique. Je ferme la parenthèse et je reviens à l'année 260 et un événement assez curieux a lieu. Posthume, probablement d'origine gauloise, prend le contrôle sur une partie de l'Empire, ici Anvers à son apogée. En fait, même si on a postérieurement appelé cette aventure de 14 ans l'Empire des Gaules, ce que cherchait Posthume c'était avant tout de prendre le contrôle sur l'ensemble de l'Empire romain, et la politique menée est totalement romaine. Il ne faut surtout pas y voir une aventure séparatiste gauloise, entre guillemets. Finalement, en 271, Tétricus, un sénateur gallo-romain, gouverneur d'Aquitaine, est proclamé empereur de cet empire des Gaules, qui a déjà perdu l'Hispanie, et il est finalement vaincu par les armées romaines en 274. D'ailleurs, les villes n'étaient initialement pas fortifiées, preuve de la paix qui régnait sur les Gaules, mais des fortifications commencent à apparaître au IIIe siècle, entre 270 et 370. L'empire décline, l'insécurité progresse, les invasions germaniques et les guerres civiles se multiplient, et les villes évidemment se fortifient. Entre-temps, le christianisme s'impose officiellement dans l'Empire. L'empereur Constantin se convertit après avoir vu une croix dans le ciel à la bataille du pont Milvius, et l'empereur Théodose convertit officiellement l'Empire au christianisme via l'édit de Thessalonique. À la veille de la chute de l'Empire et quelques semaines après le sac de Rome par les Vandales en 455, on a même un noble Arverne. Donc on est en 455 et on parle encore des Arvernes. Donc un noble Arverne, Avitus, devient empereur romain pendant 1 an. Et 1 an avant la chute de l'Empire, vous voyez ici une carte des Gaules, et l'Auvergne constitue le dernier grand bastion fidèle au pouvoir de Rome. Et c'est Ecdicius, né vers 420, noble Arverne et sénateur gallo-romain, qui commande la résistance de l'Auvergne au nom de Rome contre les Visigoths de Ric. En ce qui concerne la langue gauloise, on a retrouvé beaucoup de preuves que la langue était toujours bien présente au 2e et 3e siècle. N'hésitez d'ailleurs pas à voir ma vidéo sur la langue des Gaulois. Donc vous voyez sur cette carte l'ensemble des textes en langue gauloise qui ont été retrouvés en alphabet latin. Ce qu'on observe sur cette carte, c'est l'abondance des textes gaulois en latin dans le centre de la France. On remarque aussi que la plupart de ces inscriptions sont retrouvées dans des petites villes. Donc la langue gauloise a certainement perduré dans la Gaule profonde. Ausone fait dire à son père au IVe siècle, je cite donc son père. Je ne parlais pas facilement latin, mais dans la langue grecque, j'ai trouvé un vocabulaire satisfaisant pour m'exprimer avec élégance. En fait, cette phrase au IVe siècle me surprend un peu. La langue natale de son père était donc le gaulois, ou une langue proto-basque, puisqu'il était de Bordeaux. Et même au 5e siècle, Sidoine Apollinaire dit que la noblesse arverne vient à peine, je le cite, de se débarrasser de la rudesse de la langue celtique. Tout ça pour dire qu'à la chute de l'Empire, la langue et la culture gauloise sont probablement toujours présentes, même de façon résiduelle. Parlons brièvement des mœurs de l'époque gallo-romaine. D'abord, je vous rappelle que la civilisation romaine pratique l'esclavage. Regardez par exemple cette stèle funéraire, on y voit une esclave, concrètement une nourrice du nom de Sévérina. Mais qui étaient ces esclaves ? Souvent des prisonniers des conquêtes romaines, et leurs enfants, et des condamnés pour des délits. Alors attention, vous pouviez aussi trouver des esclaves comptables, médecins ou professeurs. D'ailleurs, au 5e siècle, le chrétien Salvien, dont je vous ai déjà parlé, stigmatise la cruauté des Romains qui peuvent tuer impunément leurs esclaves. Alors ce qui est intéressant avec ce Salvien, c'est qu'il voit en direct la chute de l'Empire et la qualifie comme un plan universel de Dieu, qui punirait la décadence morale des Romains et récompenserait la pureté morale des barbares païens, qui paradoxalement deviennent des modèles pour certains gallo-romains chrétiens. Pour ce Salvien, les villes gallo-romaines sont laissées en proie à la débauche et au divertissement, et l'on continue à adorer les anciens dieux. Pour tout cela, il est juste que Dieu réagisse et punisse ce monde romain corrompu. En termes de calendrier, on pourrait dire qu'on est toujours aujourd'hui dans le monde romain. Le mois de janvier reçoit son nom en l'honneur du dieu Janus, mars du dieu Mars, juillet en l'honneur de Jules César, et août en l'honneur d'Auguste. C'est pareil pour les jours de la semaine. Lundi la lune, mardi Mars, mercredi Mercure, etc. Bon, il y a dimanche, qui en anglais se dit
Sunday. D'ailleurs, en parlant des jours, les Gaulois comptaient en nuits. Donc un Gaulois vous aurait probablement dit « on se voit dans 3 nuits ». Et pour finir, l'année romaine commençait le 1er mars. Donc voilà pourquoi on rajoute parfois un jour au dernier mois de l'année, février. Et voilà pourquoi notre 9e mois, septembre, est le 7e mois, et ainsi de suite. Et évidemment, notre langue, notre écriture, notre droit. En fait, la culture romaine vit totalement en nous. En fait, l'Empire romain ne s'est jamais totalement effondré. Vous en êtes des héritiers. Parlons maintenant des femmes. La mode est à la pâleur, voire à la blancheur du visage. Pline nous dit d'ailleurs, il existe des petits escargots à coquille blanche qui errent de tous côtés. Séchés au soleil, réduits en poudre et mélangés à de la farine, ils blanchissent et adoucissent la peau. En guise de dentifrice, certaines dames utilisent de la cendre de rat mêlée à du miel et à de la racine de fenouil. Pour Pline, cette formule donne une très bonne haleine. On prend aussi soin de sa coiffure, comme le montre cette Nîmoise, Cynthia Honorata. En ce qui concerne les oreilles, Pline nous dit « Nulle autre partie du corps n'est, chez les femmes, l'objet de plus grandes dépenses, en raison des perles qu'elles y suspendent. » Et même si la femme gallo-romaine est souvent cantonnée au foyer, regardez cette stèle d'une femme médecin retrouvée à Metz. Quant à l'enseignement, ça ne devait pas être une partie de plaisir. Ovide évoque les enfants dont les mains délicates s'offrent aux férules cruelles, et Ausone cherche à rassurer son petit-fils. Ne tremble pas, malgré les coups nombreux qui retentissent dans la classe. On a même retrouvé écrit sur un mur en Allemagne « Le fouet du cruel Gracius m'a enseigné l'écriture ». Ausone, lui, condamne ces pratiques, leur préférant, je cite, « quelques encouragements flatteurs, un léger sentiment de crainte et beaucoup de douceur dans les réprimandes. » Les Gallo-Romains sont des maniaques des jeux de dés et d'osselets où ils parient des sommes folles. Le problème devient tellement endémique que l'administration impériale en vient à interdire les paris. Donc bien sûr, j'ai pas encore parlé des théâtres, et on en trouve de très beaux. Le théâtre d'Orange ou encore le théâtre d'Arles, construits vers 20 avant Jésus-Christ, sont de magnifiques ouvrages. Par contre, les théâtres se concentrent dans le sud-est, la région la plus romanisée. Peuple guerrier, il semble que la population de souche gauloise préférait les combats des gladiateurs aux pièces de théâtre. Les amphithéâtres étaient d'ailleurs mieux répartis sur le territoire, mais là encore, les magnifiques amphithéâtres de Nîmes et d'Arles se trouvaient aussi dans cette fameuse Narbonnaise. Pour le philosophe chrétien Tertullien, le théâtre est le domaine de l'impudeur qui, selon lui, exhibe des prostituées sur scène. Toujours est-il que le théâtre reste vif jusqu'à la fin de l'Antiquité. D'ailleurs, en parlant de libertinage, on a retrouvé un graffiti près de Limoges où on pouvait lire « Le jour des nonnes de Mars, j'ai B toute la nuit ». Ensuite, en termes de religion, les Gaulois ont facilement adopté la religion romaine. Au final, beaucoup de dieux gaulois pouvaient trouver un équivalent dans un dieu romain, comme le dieu gaulois Sucellus, qui pourrait correspondre au dieu romain Silvanus. D'ailleurs, une incroyable découverte archéologique a été faite au XVIIIe siècle sous Notre-Dame de Paris, le pilier des Nautes. Il date de l'époque de Tibère, donc entre l'an 17 et 37. On y trouve des divinités romaines, mais aussi gauloises, comme Esus, dieu de la guerre, Smertrios, un autre dieu de la guerre, Tarvos Trigaranus, symbole de la royauté, et Cernunos, dieu de la nature. Tout ça pour dire que le pouvoir romain était très tolérant vis-à-vis de la religion gauloise. Et comme vous le savez, les Romains vouaient un culte religieux à leur empereur, comme le montre la maison carrée de Nîmes dédiée à l'empereur Auguste, tout comme le temple d'Auguste et de Livie situé à Vienne dans l'Isère. Donc voilà pour les Gallo-Romains, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se voit pour la prochaine vidéo.